Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce workshop sur le thème de construire un chatbot. Donc pour rappel, ce workshop vient en complément d'un webinaire qu'on a fait il y a un peu moins d'un mois avec Émilie, durant lequel on a abordé la digitalisation de la direction juridique en nous concentrant plus précisément sur les chatbots. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc on va passer la théorie, on en vient à la pratique, c'est-à-dire de construire un chatbot via la plateforme Witivio. Donc aujourd'hui, je suis avec Émilie. Je vais laisser te présenter. Bonjour à tous. Je suis Émilie de Tocar-Calam. Je suis une ancienne juriste et directrice juridique, passée également par les Legal Tech. Et j'ai fondé mon cabinet de conseil à l'attention des directions juridiques et des cabinets d'avocats, spécifiquement pour les accompagner sur leurs problématiques de digitalisation. Donc aujourd'hui, je suis ravie de discuter avec Camille de la construction d'un chatbot pour pouvoir vous éclairer sur ces problématiques. Alors pour ma part, du coup, je vais me présenter. Je suis Camille Bailly, je suis consultante fonctionnelle sur la solution Witivio. Je travaille chez Witivio depuis maintenant 2 ans. Je suis également responsable marketing et communication. Donc chez Witivio, on propose une plateforme de création de chatbots sans code pour permettre à n'importe qui, quelles que soient ses compétences techniques ou informatiques, de créer un chatbot à destination de leurs équipes ou de clients, etc. Donc, je vais laisser déjà dans un premier temps Émilie rappeler les quelques éléments qu'on avait abordés lors du premier webinaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un chatbot et les cas d'usage d'un chatbot dans le cadre juridique. Et après, je rentrerai du coup un peu plus dans le concret en vous faisant la démonstration d'un chatbot qu'on a créé juste avant le webinaire et je vous expliquerai comment on a créé ce chatbot. Merci Camille. Donc du coup, je fais une petite redite pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la précédente session de formation. Le chatbot, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un robot qui est basé sur l'intelligence artificielle, ou plus exactement sur ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un algorithme qui va s'auto-entraîner. Et donc, plus on s'en sert, et plus il est apprenant, et plus il est apprenant, et plus il est opérationnel, qui va donc permettre d'interagir avec un utilisateur sur des sujets donnés et qui sera, vous allez voir, Camille va vous le montrer après, préconfiguré en fait par vous, par la personne qui est en charge de la configuration du chatbot en fonction de ce que vous allez vouloir rentrer comme question et comme réponse, comme cas d'usage. Il peut être fait de 2 manières, ou plutôt de 3, parce que ça peut s'imbriquer, soit en langage naturel, soit en langage guidé, soit en langage mixte, c'est-à-dire un mix des 2 langages précédents mentionnés. Le langage naturel, c'est quand vous tapez votre question sur ordinateur, vous allez taper par exemple, on prendra l'exemple du NDA, puis-je avoir un modèle du NDA, et le chatbot va vous répondre. Ou alors le langage guidé. Le langage guidé, c'est le chatbot qui va vous dire « Bonjour, je suis un chatbot et je suis là pour vous aider. Je peux vous proposer un NDA, un contrat de vente. » Voilà, et vous avez des petites briques qui s'affichent en bas et c'est à vous de cliquer. Ça, c'est le langage guidé. Et puis un mixte, c'est un chatbot qui permettrait de comprendre les questions que vous allez poser et puis qui va vous faire ensuite parfois un menu, une conversation guidée avec les petites briques que je mentionne et qui comprend également quand vous écrivez. Donc ça, c'est pour la typologie de langage. Ensuite, vous avez qui sont les dresseurs de chatbot qu'on a appelés. Les dresseurs de chatbot, en fait, c'est des personnes qui vont configurer. Mais on ne voudrait pas faire peur en disant qu'il faut configurer, que donc c'est compliqué, qu'il faut coder. Comme le disait Camille, c'est vraiment très simple et on va vous le montrer après. Donc les dresseurs de chatbot, c'est des personnes au sein des directions juridiques ou au sein des cabinets d'avocats qui vont avoir la charge d'alimenter le chatbot et donc de recenser à la fois les cas d'usage que vous voulez identifier, de compiler les questions auxquelles vous voulez répondre et d'apporter les réponses aux questions pré-mentionnées. Et ensuite, de faire évidemment la mise à jour perpétuelle des réponses, puisque on sait bien qu'on est sur une dominante juridique très fluctuante et une réglementation évolutive, et donc il faut toujours le tenir à jour. Ensuite, l'intérêt du chatbot, c'est de faire redescendre l'information et de diffuser la culture juridique en interne. Alors là, je voudrais préciser qu'on va s'attacher aujourd'hui à une présentation d'un usage externe, alors qu'il pourrait aussi exister un usage interne. Lorsque j'ai publié une vidéo sur les chatbots que vous pourrez retrouver sur mon profil LinkedIn si ça vous intéresse la semaine dernière, j'ai eu un échange intéressant en commentaire avec notamment Sylvaine, que je vois connectée, que je salue, qui est avocate, qui me disait qu'elle avait du mal à visualiser en quoi est-ce que ça pouvait s'appliquer au cabinet d'avocats. Donc l'usage, je vais y revenir, on va évoquer tout à l'heure, c'est vraiment de la direction juridique ou du cabinet d'avocats
à ses opérationnels pour la direction juridique ou à ses clients pour le cabinet d'avocats, versus un usage interne qu'on n'aura pas le temps d'identifier aujourd'hui parce qu'on n'a que 45 minutes et qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Pardon, un usage interne, ce serait un usage interne à la direction juridique. Donc, dans une très grosse DJ, vous pouvez avoir des silos de compétences. Et donc, entre juristes, c'est une possibilité pour vous de vous passer les informations de juriste à juriste via ce chatbot. Donc, il ne serait ouvert qu'à la direction juridique. Ou alors, en cabinet d'avocat, et bien, même chose, ça ne serait pas ouvert aux clients, mais ce serait ouvert exclusivement entre associés et collaborateurs au sein de la structure pour ce qu'on appelle le knowledge management. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le point sur lequel on va s'attacher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment de la diffusion externe. Donc, en direction juridique, c'est la diffusion du principe juridique et de la culture juridique vers les opérationnels. Et pour les cabinets d'avocats vers les clients, eh bien, c'est de la pédagogie, vous allez le voir, à travers les questions qu'on va poser, ou alors de la réponse ponctuelle attachée à un dossier spécifique. Et donc, j'en arrive à mon dernier point, mais qu'on aura déjà évoqué, qui peut être B2B ou B2C en fonction des usages. Ensuite, sur les cas d'usage qu'on va pouvoir voir, encore une fois, c'était une slide qu'on avait déjà évoquée, mais je le redis pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On peut soit avoir un usage pour des NDA, donc c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est l'opérationnel qui dit « Bonjour, j'aurais besoin d'un modèle de NDA ». Ça, quand vous êtes en direction juridique, je ne vous apprends rien, vous l'avez déjà vécu 50 fois. Et pousser 50 fois le même modèle de NDA, c'est fatigant, et surtout, ça n'a pas vraiment grand intérêt intellectuel. Alors, je sais que vous pourriez le mettre sur les plateformes ouvertes ou sur l'intranet, et sans doute que vous l'avez déjà tenté. Je me doute que vous avez déjà essayé d'avoir recours à toutes les solutions possibles pour vous décharger. Je me doute aussi, parce que moi je l'ai fait, que ça ne fonctionne pas et que ça n'empêche pas les opérationnels de vous appeler plutôt que d'aller farfouiller sur le site, parce qu'en gros, ils préfèrent avoir un accès à un contact humain. Et donc, c'est aussi ce que se propose de faire le chatbot, c'est que, à défaut d'être un rapport humain, c'est en tout cas un rapport humain de façade qui leur donne l'impression d'avoir une conversation, et c'est beaucoup plus ludique pour eux. Ça peut aussi permettre de répondre à des questions sur le RGPD. On a pas mal alors à l'époque, en tout cas, de la réglementation, on a eu pas mal de questions en direction juridique des opérationnels qui se demandaient ce que c'était que le RGPD, qui était le DPO au sein de la structure, comment exercer un droit de retrait sur les ou de modification sur les données personnelles. Ça, c'est pareil, tout ça, vous pourriez faire une FAQ, mais ils ne vont pas la lire. Vous pouvez passer votre temps à répondre par téléphone, mais globalement, vous avez aussi des dossiers à traiter, et donc vous n'avez pas forcément le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple, qui est très borné, qui a un cas d'usage vraiment typique où le chatbot va pouvoir vous remplacer sur ces sujets. Sur les questions de compliance, c'est pareil. Et là, ça peut permettre aussi d'attirer ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des questions où les personnes vont vous demander est-ce que c'est... Alors encore une fois, ça par contre, c'est beaucoup plus direction juridique que cabinet d'avocat. Mais vous avez des opérationnels qui vont vous demander si c'est possible de faire des cadeaux, si c'est possible d'obtenir des cadeaux, si c'est possible d'accepter un voyage d'affaires ou un cadeau spécifique de la part de clients. Ça va pouvoir attirer votre attention au sein de la direction juridique sur ces thématiques-là, parce que, comme Camille vous le montrera, on a accès dans ce qu'on appelle le back-office, et il ne faut pas avoir peur des mots informatiques pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Le back-office, c'est vraiment juste la structure arrière, si je puis dire, dans laquelle vous allez pouvoir configurer le chatbot, qui va vous faire remonter les questions, le nombre de questions que vous aurez eues, le nombre de réponses non pertinentes qu'ils ont eues, parce qu'à la fin, vous verrez, vous pourrez noter le chatbot et dire s'il a bien ou non répondu à la question. Donc ça vous permet ensuite d'avoir une traçabilité des questions. Et puis le dernier cas d'usage, c'est le contrat type de vente que l'opérationnel va vous demander, ou la suppression de la clause de limitation de responsabilité, qui sont des questions hyper standards qu'on a en direction juridique. Encore une fois, cette slide, c'était celle qu'on a présentée lors de notre premier webinaire, qui était quasiment dédié qu'aux directions juridiques, parce qu'il se trouve qu'on n'avait pas d'avocat au sein de l'audience. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et donc on s'est attaché à faire des réponses et des questions spécifiques à vous, pour les avocats aussi. Donc, vous ne serez pas oubliés, ne vous en faites pas. Camille va vous montrer tout ça. Exactement. Alors donc du coup, pour vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler, là ici, je suis dans Microsoft Teams. Donc après, ça dépend quel outil vous utilisez en interne ou à destination de vos clients. Ça peut aussi bien être une web chat sur un site internet. Donc pour vous montrer concrètement, ça peut ressembler un peu à ça. Ici, par exemple, vous avez une web chat qui apparaît en bas à droite. Donc ça peut être sur un site internet, ça peut être sur un intranet, sur Teams, sur Skype, etc. Donc là, avec Émilie, on a créé un chatbot qui s'appelle donc Jurybot. Je vais d'abord donc lui dire bonjour.
Donc il va me reconnaître, là, en l'occurrence, voilà, il me reconnaît, il me dit: «Bonjour Camille». Il se présente, il me rappelle son domaine d'expertise, le domaine juridique, et il me présente quelques exemples de questions ou de requêtes auxquelles il peut répondre. C'est un peu la bonne pratique, en fait, à suivre, dans la mise en place, d'un chatbot, c'est toujours, diriger un peu l'utilisateur, notamment lorsqu'on le lance, l'utilisateur va vouloir le tester sans forcément avoir de besoin réel, et donc là, on lui donne l'occasion de tester ses connaissances avec des exemples types. Donc, on va jouer le jeu et je vais lui demander qu'est-ce que le RGPD. Donc, en l'occurrence, il va m'apporter une réponse avec une définition, me dire ce que c'est, quand ça a été mis en place, avec la possibilité d'accéder à plus d'informations sur le site internet dédié. Ensuite, il va me demander si j'étais satisfaite ou non de la réponse. Donc là, en l'occurrence, je le suis. Ça, c'est des informations, hein, le feedback, c'est des informations qu'on peut collecter sur la plateforme, et donc du coup des informations qui sont importantes pour la personne qui crée le bot. Donc pour information, durant tout le webinaire, je vais les appeler les coachs, parce que chez Witivio, on appelle les créateurs de bots les coachs. Donc comme disait Émilie, les dresseurs de chatbots. Donc c'est eux qui vont créer le chatbot à destination d'une population qui l'aura déjà ciblée. Donc par exemple, si je lui propose qui est Émilie, je vais lui poser plusieurs questions pour vous montrer les différents types de réponses qu'il peut m'apporter. Donc là, typiquement, il va m'apporter une réponse avec une image, pareil avec des liens, où je peux écrire un mail direct. Donc là, on a un mail tout. Je peux également aller sur le site internet d'Émilie, et toujours de la même manière, il me demande si je suis satisfaite ou non de ma réponse. Donc on a différents types de questions. Le bot est là pour répondre à toutes les questions des utilisateurs, mais aussi on peut automatiser des tâches, ou on peut demander des documents, par exemple. Je veux un contrat type de, et volontairement, je vais faire une faute de frappe. Le chatbot ne fera pas forcément la différence avec ma faute de frappe. Il comprendra ma question parce que, en l'occurrence, il prend la globalité de ma question. Donc, on utilise un moteur NLP. Donc, c'est là où réside toute l'intelligence artificielle dans les chatbots. C'est dans la reconnaissance du langage humain. Donc, sans rentrer un peu plus dans les détails, il va juste reconnaître ma phrase sans tenir compte de ma faute de frappe, et ensuite me proposer une réponse. Donc là, en l'occurrence, il va me demander plusieurs informations afin de me fournir le bon contrat type de vente. Donc il me propose quelques questions. Avez-vous déjà eu des relations contractuelles avec ce client? En l'occurrence, non. Et donc là, il va me proposer une réponse, et ensuite je pourrais télécharger le modèle type. Ensuite, on peut par exemple rentrer un peu plus dans le détail des questions à destination des avocats. Donc là, de la même manière, il va me proposer une réponse, plus détaillée cette fois-ci, avec le feedback qui s'active, toujours de la même manière. Ce qu'on préconise, nous, dans la rédaction des réponses, c'est déjà d'adopter toujours la même ligne éditoriale. Donc, si vous construisez un chatbot à destination d'une population, il faut toujours garder la même ligne éditoriale. Admettons que si votre chatbot vous voit votre population, il devra vous voir à chaque réponse, parce que voilà, on veut éviter l'effet double personnalité. Si par exemple votre chatbot tutoie, qu'il met des smileys, qu'il fait plutôt des blagues, il faut rester dans cette continuité, toujours dans la construction de votre bot. Par exemple, le confinement s'est pas très bien passé. Donc je vais demander le divorce. Donc là, en l'occurrence, le chatbot va me proposer, me demander plusieurs éléments afin de me fournir les informations nécessaires à communiquer à mon avocat. Donc, est-ce que j'ai des enfants? Non. Est-ce que j'ai quitté le domicile conjugal? Non, admettons. Et là, donc en l'occurrence, il me propose d'uploader des pièces, donc les pièces nécessaires à l'étude de mon dossier par un avocat. Donc il me donne le détail de toutes ces pièces, et si je clique sur envoyer, j'ai un mail tout, encore une fois, à l'adresse de l'avocat qui va traiter mon dossier. On peut aller plus loin dans les exemples.
Voilà, de la même manière, il me donne quelques éléments sur l'impact de la Covid sur mon bail. Il me donne toujours un lien avec plus d'informations. Donc là, en l'occurrence, on aura accès à un article. Donc je vous le mets ici, un article sur la situation locative des preneurs et des bailleurs pour agrémenter sa réponse. Donc là, en l'occurrence, je ne suis pas très satisfaite. J'aurais voulu avoir plus d'informations encore, admettons. Donc là, j'informe au chatbot que je ne suis pas satisfaite. Il me propose alors 4 choix de non-satisfaction. Soit la réponse contient des fautes, que ce soit des fautes d'orthographe, mais aussi des fautes donc dans ma réponse concrètement, dans le fond. Ça peut être aussi la réponse est incomplète et ça peut être la réponse ne correspond pas à la question posée. Donc, il arrive que le chatbot comprenne pas vraiment ce que veut dire l'utilisateur et autres. Donc, si je clique sur autre, en l'occurrence, il va me demander de détailler la raison de mon insatisfaction avec mes mots. Donc là, je vais mettre que la réponse est incomplète. Et donc, encore une fois, toutes ces informations sont recueillies dans la base, sur la plateforme. Donc, comme dirait Émilie, dans le back-office, avec un terme un peu plus technique, ces données vont pouvoir être traitées par les coachs pour pouvoir améliorer la performance du chatbot. Donc, pour entrer encore un peu plus dans le détail, je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme Witivio. Donc, sachez que de toute manière, vous pouvez dès à présent créer votre chatbot. Vous pouvez le créer en live avec nous si vous voulez maintenant. Il vous suffit d'aller sur le lien app.witivio.com. Vous pouvez créer une version trial qui est disponible de 30 jours. Donc, vous pouvez créer votre bot en suivant les bonnes pratiques, etc. Et après, on reviendra vers vous si vous souhaitez le déployer à une plus large population. Donc là, en l'occurrence, comme vous le constatez, j'ai plusieurs chatbots de démonstration sur la plateforme. Et donc, j'ai Jurybot ici, que j'avais créé et que j'avais déployé sur Teams. Donc, la première chose sur laquelle nous allons arriver, c'est la boîte de réception, mais ça, j'y reviendrai tout de suite après. Je veux rentrer un peu plus dans le vif du sujet dès le début pour que vous compreniez concrètement comment on fait pour construire un chatbot. Donc là, typiquement, on a ce qu'on appelle la base de connaissances. Donc la base de connaissances, c'est toutes les connaissances qu'a le chatbot. Donc là, en l'occurrence, il connaît 13 questions-réponses. Donc là, on a toutes les questions auxquelles sait répondre le chatbot. Donc la plupart du temps, on en a beaucoup plus. On en a environ 200 ou voire moins, voire plus, selon les usages. Donc en l'occurrence, on a le nombre de questions et chaque question a une réponse. On a pour chaque question également des alternatives. Donc, ce qu'on appelle des alternatives, c'est des reformulations. Donc, c'est différentes manières de poser la même question parce que on le sait tous dans le langage qu'on utilise tous les jours. Et ben, on a différentes manières de poser une seule et même question. Donc là, il pallie aux alternatives de langage. On a également donc tout ce qui est filtre ici. Donc là, c'est pour plutôt filtrer nos questions, donc à savoir les filtrer par catégorie, parce que comme vous le pouvez constater, chaque question est classée par catégorie. Donc ça, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est les coachs du bot. Donc en l'occurrence, comme vous avez pu le constater sur Teams, l'expérience n'est pas du tout changée pour l'utilisateur. Il s'agit vraiment encore une fois de plus, aider les coachs dans la construction du chatbot. Si par exemple, demain, vous avez une nouvelle loi, un nouveau procédé, un nouveau processus, vous voulez mettre à jour une question, et ben en l'occurrence, vous allez aller chercher cette question soit par mots-clés, soit en filtrant par catégorie, par type de réponse, par non-réponse ou autre. Vous allez pouvoir filtrer pour retrouver cette question et pouvoir la mettre à jour plus facilement. Parce que là, on se retrouve dans un cas où on a 13 questions, mais comme je vous le disais, il peut en avoir beaucoup plus. Ensuite, donc du coup, on a ces alternatives. Pour vous expliquer un peu plus en détail ces icônes à droite, donc on a la possibilité en effet de supprimer la question. On a les icônes qui indiquent que la question est publiée, donc elle est déployée en l'occurrence ici sur Teams, mais ça peut être sur un web chat ou autre, donc elle est disponible aux utilisateurs finaux. Elle est publiée en production. On a plusieurs autres icônes, comme par exemple celui-ci, qui nous avertit que cette question, en l'occurrence, c'est quoi un délibéré, n'a pas d'alternative. Donc, c'est-à-dire que le chatbot connaît une seule et même manière de dire, c'est de répondre à la question c'est quoi un délibéré et uniquement cette question-là.
On a également un petit œil ici qui indique que cette question est à valider. Donc, elle n'est pas prête à être publiée, elle n'est pas publiée au grand public. Et on a ici un tag qui m'indique qu'Émilie doit valider ma réponse en amont de sa publication. En fait, il arrive que durant la construction d'un chatbot, on soit plusieurs à construire le chatbot, avec chacun une spécialité, chacun son domaine d'expertise. Et avant de publier la connaissance, on veut avoir la confirmation d'un collègue pour vérifier l'information avant de la déployer. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que la question est à valider et qu'elle n'est pas prête à être publiée, qu'elle n'a jamais été publiée. Donc là, j'ai appliqué un tag Émilie, mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez créer n'importe quel tag que vous le souhaitez. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Comme vous avez pu le constater sur Teams, on a différents types de réponses. Comme je vous le disais, on a les réponses de type simple avec du texte, on peut mettre des liens, on peut mettre des photos, des images, et on a aussi des réponses type un peu plus complexes qu'on appelle aussi des arbres de conversation. Donc là, en l'occurrence, c'est une conversation entre le chatbot et l'utilisateur qui est un peu plus poussée que le simple échange. Vous rappelez-vous, quand j'ai posé la question, quand j'ai dit au chatbot que je voulais divorcer, il m'a posé plusieurs questions, à savoir est-ce que j'ai des enfants, est-ce que j'ai quitté le domicile, est-ce que je suis mariée, etc. Donc toutes ces informations, il avait besoin de les collecter pour me proposer les bons dossiers à communiquer à mon avocat. Donc là, c'est un peu plus technique, même si normalement, on a fait les choses pour que ce soit abordable par tous. C'est notre objectif chez Wittivio, c'est que chacun puisse créer un chatbot à destination de ses équipes sans compétences techniques nécessaires. Donc ensuite, je vais vous créer une question en live. L'objectif, c'est que après, vous puissiez me proposer des questions types. Comme ça, après, on pourra les créer ensemble. Alors là, typiquement, par exemple, je vais créer une question NDA. Je veux un NDA pour mon client, pardon. Donc là, on va être dans le droit commercial. Je vais utiliser ce qu'on appelle un template. Donc ici, par exemple, je veux. Vous verrez tout de suite après pourquoi j'utilise ce template. Je vais cliquer sur le petit plus. Et du coup, là, automatiquement, ça va me créer la question. Donc, ça prend un peu de temps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai utilisé un template, donc là, en l'occurrence, le template «je veux», la plateforme va créer automatiquement des alternatives. Donc, comme je vous le disais, des reformulations de cette même question. Donc là, en l'occurrence, on retrouve ma question «je veux un NDA pour mon client» et 8 alternatives créées automatiquement parce que j'ai utilisé un template. Ici. Donc après, le moteur donc de la plateforme crée des templates dites des alternatives pardon de type simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes mots, on va juste changer un peu la forme de la phrase. L'objectif, c'est qu'à terme, vous puissiez utiliser des alternatives qui viennent d'humains, donc d'utilisateurs, qu'on puisse collecter ces données et qu'on puisse améliorer le chatbot. Je vais vous montrer tout de suite après comment on fait ça et donc du coup comment améliorer toujours plus le chatbot en lui donnant d'autres alternatives dites plus cette fois-ci complexes. Donc on retrouve les alternatives. Là, on a un petit icône qui m'indique que la question n'a pas encore de réponse. Donc là, en l'occurrence, elle ne peut pas être publiée parce qu'elle n'a pas de réponse. Donc, je vais tout de suite aller fournir une réponse. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs types de réponses. Il y a les réponses simples, les réponses images, les arbres de conversation dont je vous ai parlé après. Les adaptive cards, c'est des réponses avec un peu plus de forme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des boutons, mettre des images, des vidéos, etc. Et on a des réponses type un peu plus techniques cette fois-ci, et du coup, je ne rentrerai pas dans le détail. On a donc du coup là, pour le coup, je vais vous proposer de rédiger une réponse contextuelle. Donc la réponse contextuelle, dans ce cadre-là, le chatbot va proposer plusieurs choix à l'utilisateur afin de lui fournir la bonne réponse. Donc concrètement, par exemple, je veux un NDA pour mon client. Je vais demander à mon client à mon utilisateur de spécifier quel type de NDA. Est-ce que ce sera un NDA bilatéral ou unilatéral? Je lui rappelle quel type, la définition du NDA bilatéral et unilatéral. Et là, je vais lui proposer des choix. Donc, un NDA bilatéral. Et je vais lui proposer du coup la réponse pour ce type de NDA. Voici le modèle standard de NDA bilatéral. Et je vais pouvoir mettre un lien vers mon NDA ici.
Comme ça, l'utilisateur aura directement accès aux documents. Et auquel cas, mon chatbot a besoin d'un NDA unilatéral cette fois-ci. Et bah, de la même manière, je vais lui proposer un modèle unilatéral. Donc en l'occurrence, là, la réponse contextuelle, ça permet de cibler, le besoin, de l'utilisateur avec un seul et unique échange. Comme vous le voyez, c'est assez simple, hein. Et donc voilà, vous pouvez avoir, plus de choix, hein. Vous pouvez en avoir 3, 4 ou autres. Là, comme vous le constatez, on a créé la question, donc elle est créée par moi, créée à quelle date et quand. Toutes ces informations sont importantes si vous êtes plusieurs à travailler sur le chatbot, sachant que si je modifie la question, ici, on aura modifié par, et modifié le. Et donc là, je vais sauvegarder ma question. Donc là, il va enregistrer la réponse. Ensuite, donc du coup, le petit icône ici, pas de réponse, va disparaître. Et ensuite, on va devoir valider la question pour qu'on puisse la publier au grand public. Donc ensuite, une fois que le chatbot a assimilé toutes ces données, on va pouvoir l'entraîner, comme vous le voyez en haut à droite, et le publier. Donc le process, c'est d'entraîner et de publier ensuite. C'est pour ça que le bouton publier est grisé. Entraîner, ça veut dire que le chatbot va assimiler toutes ses connaissances. Il va mettre à jour ses connaissances. Il va les répéter, répéter, répéter. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. En fait, on compare souvent le chatbot, l'apprentissage en tout cas du chatbot chez nos clients avec un enfant. Par exemple, on va lui dire, bah voilà, ça c'est un stylo, lui montrer le stylo plusieurs fois afin qu'il assimile le fait que cet objet c'est un stylo. Et ben là, de la même manière, je veux un NDA pour mon client, il va s'entraîner, l'assimiler plusieurs fois avant de la publier au grand public. Donc là, comme on a le dit, l'icône pas de réponse a disparu. La question n'a jamais été publiée et elle est à valider. Donc là, en l'occurrence, je peux la valider directement parce qu'on est entre nous et que Émilie n'a pas besoin forcément de valider ma réponse. Donc du coup, je vais aller dans questions et là, état prête à être publiée. Et là, dans l'onglet questions, donc je retrouve toutes les informations sur ma question, donc à savoir ma question, la catégorie dans laquelle elle est répertoriée, à destination de qui. Donc là, en l'occurrence, tout le monde peut avoir cette réponse. Comme je vous le disais tout à l'heure, je peux créer n'importe quel tag à valider par Thomas, par exemple. Je peux créer n'importe quel tag. Je peux ajouter, voilà, ici. Ensuite, je peux également planifier ma réponse, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une question type, par exemple, quel impact de la Covid-19, là, que je vois ici sur mon bail, on croise les doigts et on imagine que la Covid-19 s'est terminée en juillet, en juillet 2021. Et donc, du coup, là, on va planifier ma réponse et on va la planifier jusqu'à juillet 2021. Et ensuite, la réponse sera plus accessible par l'utilisateur. Ça peut être d'autres cas d'usage, hein. Ça peut être une loi spécifique sur une durée, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, je vais cliquer sur sauvegarder. Encore une fois, mon chatbot va assimiler, comme vous pouvez le constater ici, en haut à droite. Du coup, aujourd'hui, on a 14 questions-réponses. On a également des informations sur la dernière publication qui a eu lieu, donc là, ce matin. Donc voilà pour la base de connaissances. Comme je vous le disais, elle peut être beaucoup plus complète avec plus de questions et plus de réponses. La plupart du temps, lorsqu'on construit un chatbot, on part sur une base de ce qu'on appelle vos FAQ. Donc, par exemple, si vous avez déjà des FAQ existantes sur votre site internet ou peu importe, des questions qu'on vous pose de manière récurrente, eh ben, on va partir de cette base et on va la mettre sous format Excel et on va pouvoir l'importer. Donc, c'est pour ça ici en haut à droite que vous avez le bouton importer. On va pouvoir l'importer sur la base de connaissances directement. Comme ça vous construira déjà une base sur laquelle partir de questions-réponses. Sachant qu'après, on fait très attention à la distinction d'une FAQ et d'un chatbot, hein. Dans une FAQ, généralement, on retrouve des réponses très, très, très longues. Avec 3, 4 paragraphes. Le but ici, c'est que le chatbot soit plutôt concis dans ses réponses, qu'il apporte des réponses directes, simples, en dirigeant vers des liens avec plus d'informations si nécessaire. Mais l'objectif, quand on met en place un chatbot, c'est qu'il apporte la réponse directe à l'utilisateur, qu'il n'ait pas forcément à consulter 3 ou 4 paragraphes pour avoir sa réponse. Donc ensuite, dans la base de connaissances, on a
prévu d'autres fonctionnalités, donc qu'on appelle par exemple des synonymes. Donc là, en l'occurrence, je vais vous les montrer tout de suite après. C'est les aléas du direct et de la connexion internet, ça c'est sûr. Et donc du coup, on a réfléchi à plusieurs fonctionnalités qu'on peut mettre à votre disposition dans la construction de votre chatbot. Donc là, en l'occurrence, on a pensé, comme je vous le disais, aux synonymes. Donc les synonymes, c'est pour pallier à toutes les différences de langage, encore une fois, sur les synonymes ou les acronymes métiers. Par exemple, dans le terme juridique, NDA, on a défini ce que c'était et on a appris au chatbot ce que c'était pour pouvoir qu'il fasse pas la différence, en tout cas, entre si l'utilisateur utilise le terme NDA ou autre. Ensuite, on a pensé à d'autres fonctionnalités. Par exemple, on a pensé à ce qu'on appelle, nous, l'escalade. Donc, dans le cadre où le chatbot n'a pas la réponse à l'utilisateur, l'utilisateur va pouvoir faire appel à quelqu'un, donc en direct, un agent du support de l'équipe juridique, par exemple. Il va pouvoir le solliciter soit par mail, soit en direct sur Teams. Donc là, le chatbot va passer le relais à un humain lorsqu'il n'a pas la réponse à la question de l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle l'escalade. On peut imaginer différents types d'escalade, donc comme je vous le disais, par mail ou en direct. Il faut savoir qu'en fait, là où ça se passe, c'est que lorsque le chatbot donne sa réponse, là en l'occurrence, il a donné ma réponse. Si j'avais répondu que j'étais pas satisfaite, que la réponse ne correspondait pas à la question posée, et ben en l'occurrence, il va me demander est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec une équipe du support juridique pour répondre à votre question en direct, et auquel cas, si je réponds oui, et du coup, je vais être mis en relation avec cette personne. Sinon, je peux estimer que je peux attendre quelques temps parce que ma question n'est pas urgente, et donc du coup, je vais attendre que le chatbot assimile cette nouvelle connaissance. On a également, ce qui est très intéressant, des rapports de performance et d'utilisation. Donc là, typiquement, on va pouvoir retrouver toutes les questions les plus fréquentes, les catégories les plus sollicitées par l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir avoir des données sur ces éléments. Et ce qui est intéressant dans le top, par exemple, des questions-réponses, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, si on constate qu'il y a un trou dans la raquette sur la question qu'est-ce que le RGPD, typiquement, on se rend compte qu'en fait, on n'a peut-être pas fait assez de communication là-dessus. Et ben, typiquement, on va pouvoir faire une communication interne un peu plus poussée sur cette problématique pour répondre à la question des utilisateurs. Ensuite, on a pensé à d'autres fonctionnalités. Tu avais quelque Non, chose à rajouter, Émilie? j'allais compléter, mais je pourrais le dire un peu plus tard si besoin. Oui. L'idée, c'est vraiment que vous identifiez tous les cas d'usage où on vous appelle régulièrement pour que vous poussiez de l'info qui n'est pas de l'info stratégique. L'idée, c'est encore une fois vraiment pas que le chatbot se substitue à un juriste, ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible, ça n'existe pas en état de l'art. En revanche, ce qui est possible de faire et le bon usage du chatbot, c'est que ça puisse vous soulager de toute la partie où c'est vraiment des questions-réponses un peu standards que vous poussez, dont les réponses sont les mêmes, quels que soient les cas de figure. Donc, qu'est-ce que le RGPD? Votre réponse, elle ne va pas varier d'un interlocuteur à un autre, peu importe qui vous le demande. Si un client demande qu'est-ce que c'est qu'un délibéré ou quel est le montant de vos honoraires, c'est pareil, votre réponse, elle va varier en l'occurrence pour les honoraires parce que ça dépend de pas mal de paramètres, mais en tout cas, justement, votre réponse de base, ce sera assez variable en fonction de pas mal de paramètres et donc, il faudra qu'il se rapproche de vous. Ça permet en fait de repousser une partie des interruptions régulières que vous avez. Donc encore une fois, vraiment, c'est pas le but de vous remplacer, c'est le but c'est vraiment de pouvoir repousser l'intégralité des questions standards que vous avez à longueur de journée. À vous de les identifier, c'est aussi pour ça que c'est à vous de le co-construire. Mais quelles sont les questions que vous avez régulièrement, qui vous ennuient un peu, qui sont pas hyper intéressantes? Et du coup, on a oublié de le dire en début, mais vous pouvez mettre ça dans le chat, qui est la partie à droite de l'écran. Dans la partie chat, vous pouvez converser si vous avez besoin. Et dans la partie questions, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau si vous en avez. Et on y répondra soit sur le moment propice, soit en fin de session.
Merci Émilie et donc du coup là comme, vous pouvez le voir, sur mon écran, donc là c'est sur un autre chatbot, hein, parce qu'il y avait pas vraiment d'intérêt à vous montrer, les tableaux de bord sur le chatbot qu'on a créé avec Émilie étant donné qu'il a pas forcément d'utilisateurs. Donc là, c'est les données sur un autre chatbot. Donc comme je vous le disais, on a des données, de performance. Est-ce que mon chatbot a répondu à la majorité des questions? On a des données sur les feedbacks recueillis, sachant que la plupart du temps, on estime que, les feedbacks, ignorés sont considérés comme, des feedbacks, positifs parce qu'on a plus tendance à dire, quand on est mécontent. On a, également, la raison de l'insatisfaction, donc la comme je vous le disais, la réponse contient des fautes, ou autres, le nombre de questions comprises et on a également, des données, donc d'utilisation avec là, en l'occurrence, comme je vous le disais, des top des questions-réponses et cetera et cetera. Donc pour revenir sur notre bot d'origine, donc juste un instant. Comme le disait Émilie, effectivement, le chatbot n'a pas du tout, vocation à remplacer, un humain. C'est pour venir compléter, une information déjà donnée, donc soit, un intranet, un site internet, soit, si vous avez une FAQ interne, si vous avez, un SharePoint ou autre avec tous les documents, que vous mettez à disposition de vos collaborateurs et ben là, en l'occurrence, le chatbot va pouvoir donner accès plus rapidement à ces données. Donc ça vient en complément de ce qui est déjà existant. C'est ce qu'on dit toujours, hein, le chatbot vient en complément de ce qui est déjà existant, mais ne remplace personne. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade ou des cas d'usage que vous identifiez On auxquels pourrait on n'aurait pas effectivement pensé? créer. N'hésitez pas, le but c'est justement l'interactivité. C'était le but de cette deuxième session après une présentation un peu plus théorique. Là, c'est vraiment de la pratique. Donc, quelles sont les questions que vous avez régulièrement dans vos cabinets auprès de vos clients ou auprès de vos collaborateurs dans les directions juridiques qui reviennent régulièrement, pour lesquelles vous êtes dérangé perpétuellement, qui ne représentent pas un intérêt intellectuel, stratégique, et où vous aimeriez bien que quelqu'un puisse justement apporter les réponses. Notez que dans les cas d'usage, ça peut aussi permettre, par exemple, si vous avez des stagiaires, aux stagiaires de se familiariser avec les réponses que vous avez déjà apportées sur telle ou telle question et leur permettre justement, en utilisant le chatbot, de pousser les réponses aux personnes qui leur poseraient ces questions-là. Dans une optique, du coup là on retombe un peu sur de l'interne que j'évoquais en début, mais dans une optique de knowledge management et de partage des connaissances, de désilotage et de permettre justement de se former les uns les autres. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions au chatbot, on peut le tester en live directement parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment se comporte le chatbot quand il n'a pas la réponse de l'utilisateur. On a une question dans le chat, Camille, qui apparaît. J'ai reçu un congé, que dois-je faire? Donc le congé, c'est un congé au bail. Donc le propriétaire a souhaité récupérer son bien et le locataire va devoir quitter les lieux. C'est un petit peu angoissant que ce soit du bail commercial ou du bail personnel. Et effectivement, ils doivent probablement se tourner vers les cabinets d'avocats pour poser une question. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers steps? Alors là, on n'est vraiment pas sur mon domaine de compétences particulier, donc je laisserai Sylvaine répondre. Mais en gros, on va pouvoir configurer le chatbot en lui proposant des réponses. Donc, en fait, la question, c'est... merci de la précision, Sylvaine. Merci. La réponse, c'est pour la configuration du bot. Qu'est-ce que vous répondriez au téléphone à la personne? Parce que je me doute qu'au téléphone, quand on vous appelle, vous ne faites pas des consultations élaborées, parce que ce n'est pas des consultations payantes. Donc, qu'est-ce que vous faites pour préqualifier? Est-ce que vous donnez des infos déjà purement réglementaires, ou alors est-ce que vous posez des questions?
Dans l'exemple de question sur le divorce qu'on avait tout à l'heure, l'idée, c'était vraiment de préqualifier le dossier pour que, idéalement, la personne vous envoie ensuite l'intégralité des pièces et que vous ayez de quoi traiter le dossier le jour où vous avez besoin de traiter le dossier. Donc, si on vous pose des questions, je sais pas, un samedi soir, quelqu'un veut divorcer, il est un peu paniqué, il va parler au chatbot. En répondant aux questions et en compilant les informations, il a déjà un peu l'impression, à la fin de la conversation avec le chatbot, qu'on a pris en charge son dossier. Donc, même chose pour le congé. Je pense que si la personne fait ça, elle a un peu l'impression que déjà on a pris en compte son dossier. Si elle remplit les pièces, et ben lundi matin, quand vous arrivez au bureau, potentiellement, vous pouvez rappeler la personne avec les pièces nécessaires pour pouvoir vous prononcer, parce que souvent, il va falloir un peu de contexte. Là, typiquement, je vais poser la question au chatbot. On sait qu'il n'a pas la réponse. Donc là, il va m'avertir qu'il n'a pas forcément la réponse à ma question. Donc c'est important de le signaler à l'utilisateur. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le coach, donc pour rappel, la personne qui construit le chatbot, a cette information. C'est-à-dire qu'il va recueillir les questions sans réponse des utilisateurs. Pourquoi on va recueillir ces informations? C'est tout simplement pour améliorer les performances du chatbot. Donc on aura comme information les questions sans réponse, les questions avec un score faible, les feedbacks négatifs, etc., etc. Donc là, par exemple, pour vous montrer typiquement à quoi ça va ressembler, c'est ce qu'on appelle ici donc du coup la boîte de réception. C'était la première fenêtre sur laquelle on avait accès quand on s'est connecté au chatbot. Donc, en fait, je vous ai montré la base de connaissances, le cœur du sujet ici. Mais l'objectif, c'est qu'à terme, une fois que le chatbot est lancé, par exemple, vous l'avez déployé à votre population depuis environ 2, 3 mois, 6 mois ou autre, donc il est bien lancé. L'objectif, c'est que vous n'ayez plus forcément à aller sur cette base de connaissances parce qu'elle est complète. Et du coup, c'est que vous traitiez tout ce qui s'est, entre guillemets, mal passé entre l'utilisateur et le chatbot. Donc là, en l'occurrence, on estime que lorsque le chatbot est lancé depuis un certain moment, ce traitement des données va prendre environ 1 heure par semaine, voire moins, si vous avez couvert le périmètre dans sa globalité. Donc là, comme je vous le disais, on a les questions sans réponse dans laquelle on va retrouver plus tard notre question qu'on a posée concernant les congés. On aura du coup aussi les feedbacks négatifs. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai posé la question quel impact la Covid a sur mon bail. Donc, typiquement, j'avais émis un feedback négatif, donc que j'étais pas forcément contente. Ma réponse était la réponse est incomplète. Donc, j'ai tout le contexte en fait de la conversation entre l'utilisateur et le chatbot. Donc, toutes ces données sont récoltées pour faciliter la performance du chatbot. Ce qui est intéressant en termes de RGPD spécifiquement, c'est de rappeler à l'utilisateur au lancement du chatbot que les conversations peuvent être enregistrées dans cette volonté d'amélioration du chatbot. Donc, les questions sans réponse, c'est les questions pour lesquelles le chatbot n'a pas eu la réponse. Donc, pourquoi il n'a pas eu la réponse? Soit parce qu'il n'a pas tout simplement la question pensée dans sa base de connaissances, soit c'est une alternative, donc une reformulation, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une reformulation complexe, donc là pour le coup humaine, d'une question qui est déjà existante dans ma base de connaissances. Donc là, je vais l'assimiler. Donc, quel est le montant de vos honoraires? On se dit, ça, j'y ai déjà répondu dans ma base de connaissances. Je sais qu'il y a une question qui répond, une réponse qui répond à cette question. Donc, je vais aller la rechercher. Donc là, je vais la rechercher par mots-clés. Je sais qu'il me semble que on parle ici des frais. Effectivement, comment se passe le règlement des frais d'avocat? Je sais que je réponds également à la question quel est le montant de vos honoraires? Donc, typiquement, je vais associer la question de l'utilisateur à une question qui est déjà existante dans les connaissances du chatbot. Et donc, du coup, la prochaine fois que l'utilisateur posera cette question, le chatbot va pouvoir lui apporter une réponse directe. Et là, en l'occurrence, du coup, ma question disparaît de ma boîte de réception. Donc, la donnée est traitée. Donc, on a fait en sorte que tout soit hyper simple. Donc après, ça peut être des questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, auquel cas il faudra la créer et construire du coup, rédiger une réponse. Qu'est-ce qu'un délibéré? Je sais également que je l'évoque dans ma base de connaissances. C'est quoi un délibéré?
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quoi un délibéré? C'était la question qui avait, en l'occurrence, 0 alternative pour laquelle on avait un petit panneau attention. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, on aura une nouvelle alternative. De la même manière, elle disparaît et la donnée est traitée. Donc, on a différents types de données, les scores faibles, les questions suggérées et les feedbacks négatifs. Pour vous expliquer un peu ce qu'est un score faible, donc là, en l'occurrence, on a notre réponse « J'ai reçu un congé, que dois-je faire ?» la question qu'on a posée tout à l'heure. Donc, le score faible, il faut savoir qu'en fait, il y a un score, un pourcentage, pardon, qui est calculé entre, ici, que vous voyez à droite, qui est calculé entre la question de l'utilisateur, donc la question que pose l'utilisateur, et toutes les questions que le chatbot a apprises, donc dans la boîte de réception. Il y a un score qui est calculé, un score, on peut dire un score de correspondance entre la question de l'utilisateur et les connaissances du chatbot. Plus ce score est élevé, plus le chatbot est sûr de pouvoir répondre. Si le score est faible, en l'occurrence, là, le chatbot m'a averti qu'il n'est pas forcément sûr de sa réponse. Donc, on va aller voir. J'ai reçu un congé, que dois-je faire, pardon. Et là, en l'occurrence, il m'avertit qu'il n'est pas du tout sûr d'avoir compris, mais que voilà ce qu'il a trouvé. Et là, en l'occurrence, il me présente Émilie. Donc, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à la question que je lui ai posée parce qu'on le sait, hein, la question n'était pas prévue dans la base de connaissances. Et donc, du coup, je lui informe que la réponse ne correspond pas à la question posée. Et en l'occurrence, du coup, on va retrouver cette donnée dans les questions et réponses dans un peu plus d'une minute. Et donc, du coup, toutes ces données, on va pouvoir les traiter pour améliorer la performance du chatbot à long terme. Parce qu'il faut savoir que le chatbot, en l'occurrence, c'est un outil digital qu'il faudra traiter en permanence. On ne peut pas lancer un chatbot et le laisser déployer de manière continue sans amélioration. C'est des données qui sont traitées. Donc, sachez que si vous allez sur un site internet ou si vous avez déjà un chatbot dans votre organisation, il y a toujours une personne derrière. Et c'est important de le faire savoir à l'utilisateur parce que ça rend un peu plus d'humanité à l'outil digital. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais des synonymes. Donc, pour pallier à toutes les différences de langage, là en l'occurrence AGI, aide juridictionnelle, le chatbot en l'occurrence du coup dans sa reconnaissance des phrases de l'utilisateur, il ne fera pas de distinction entre AGI et aide juridictionnelle. Donc là, c'est principalement des acronymes parce que dans le cadre juridique ou avocat, on a principalement des acronymes, mais on peut aussi avoir des mots comme charge locative qui sont assimilés à charge récupérable. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les catégories, on a des synonymes, on a d'autres fonctionnalités, le feedback qu'on a activé, donc qu'on a vu sur la plateforme. On avait l'escalade, donc dont je vous ai parlé également, avec la mise en relation de personnes. Les tableaux de bord performance et utilisation. On a aussi ce qu'on appelle l'active learning. Donc là, l'active learning, en l'occurrence, c'est lorsque le chatbot a plusieurs questions qui correspondent à la question de l'utilisateur et donc du coup il va demander une précision. Donc c'est ce qu'on appelle les questions suggérées. Là, pour vous montrer comment ça se passe, l'utilisateur a posé la question combien de temps pour divorcer, et le chatbot lui a proposé différentes questions auxquelles il sait répondre parce que en fait, il a besoin de précision. Est-ce que l'utilisateur veut dire je veux divorcer ou est-ce que l'utilisateur veut dire combien de temps dure une procédure de divorce? Et là, en l'occurrence, l'utilisateur a choisi combien de temps dure une procédure de divorce. Dans le traitement, je vais lui dire oui, c'est vrai, combien de temps pour divorcer peut être assimilé à combien de temps dure une procédure de divorce. Et donc, je vais l'ajouter en tant qu'alternative, en tant que reformulation. Encore une fois, la question disparaît et on va le retrouver dans les alternatives de la question. Ça, c'est ce qu'on appelait, ce que je mentionnais en début d'introduction, le machine learning. C'est donc plus vous utilisez le chatbot, et plus il apprend, et plus il apprend, et plus il est compétent. Donc effectivement, ce que dit Camille est très juste. Vous ne pouvez pas le mettre en place et ne plus vous en servir. À chaque fois que les personnes vont s'en servir, et plus elles vont s'en servir, et plus elles vont le rendre efficace. Exactement. Et plus vous irez effectivement dans ce qu'on appelle le back-office, c'est là où est Camille en ce moment et l'écran qu'elle vous montre, plus vous irez lier les questions les unes aux autres ou répondre aux erreurs éventuellement qu'il pourrait y avoir, et plus le logiciel va apprendre aussi. C'est pas intelligent par hasard, c'est intelligent parce que l'humain lui apprend. Tout à fait.
Et pour répondre à la question de Julien, pour ce qui est, des questions sans réponse, donc en fait, on a ici l'onglet messages. Donc l'onglet messages, c'est un onglet dans lequel on paramètre en fait tous les messages de bonjour, merci, au revoir, j'ai pas la réponse, je ne suis pas sûre. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, il y a la présentation qu'on a eue tout à l'heure sur Teams. Je suis Jurybot, je suis un chatbot créé à partir de la plateforme Witivote. Donc tout ça, en fait, c'est moi qui l'ai rédigé avec Émilie et on l'a sauvegardé. Et c'est pour ça que le chatbot se présente comme ça. Donc, par exemple, si le chatbot n'a pas la réponse à la question, donc que dois-je répondre si je ne trouve pas de réponse dans la base de connaissances? Donc là, nous, on a programmé mince, je n'ai pas trouvé dans ma base de connaissances, mais on peut effectivement communiquer les coordonnées d'un juriste ou d'un avocat pour poser la question directement à la bonne personne si le chatbot n'a pas la réponse. En fait, tout ça, c'est paramétrable. Ou dire la question est trop technique et un simple chatbot ne peut pas y répondre et donc il faut vous rapprocher de votre avocat ou de la direction juridique pour une réponse contextualisée, plus détaillée ou une réponse plus spécifique. Pour toutes les questions en fait qui ont vocation à avoir une réponse détaillée et spécifique en fonction du contexte, évidemment que le chatbot ne sera pas la bonne solution. Mais ça n'est pas grave parce que ça n'est pas son cas d'usage. Encore une fois, le cas d'usage, c'est des questions génériques et habituelles. Effectivement, l'objectif du chatbot, c'est de répondre à toutes les questions qu'on identifie comme répétitives et à faible valeur ajoutée. Donc qui peut être effectivement automatisé ou robotisé, mais dans le sens où on pose des questions plus contextualisées ou personnelles, ça peut être personnel, et là on préférera peut-être s'adresser à un humain. Après, à contrario, il y a des personnes qui, pour des sujets très personnels, préfèrent utiliser le chatbot. C'est pour ça qu'il faut bien prévenir l'utilisateur que les données sont collectées et peuvent être visibles dans le cadre de l'amélioration du chatbot et pour respecter le RGPD. Est-ce que vous Sur la avez d'autres partie, questions? Oui. pardon, je voulais juste compléter tout à l'heure sur les parties réponses incomplètes où tu disais qu'on peut avoir un retour, donc la personne utilisateur du chatbot peut mentionner que la réponse était incomplète ou inexacte. Oui. Sur la partie incomplète, je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais parfois, on a tellement des automatismes et on va répondre aux personnes qui nous sollicitent, donc aux clients ou aux opérationnels, de façon un peu automatique, mais il suffit que vous soyez en plein milieu d'un mail ou en plein milieu d'autres choses ou d'une tâche, on vous appelle et vous répondez et peut-être que vous allez oublier une partie ou un élément important de la réponse parce que vous êtes un peu saisi et que vous étiez sur autre chose. Là, l'avantage de la machine, c'est qu'elle oublie rien. Donc, vous rédigez une seule fois la réponse et elle est poussée de façon automatique. Il y a une standardisation ensuite de la réponse. Et du coup, ça veut dire que vous la donniez ou qu'un collaborateur la donne, et donnée via le chatbot, elle est uniformisée. Et donc, du coup, on a une uniformisation des réponses et de la qualité des réponses, parce que vous pouvez perpétuellement la retravailler, bien sûr, et une standardisation des réponses qui est poussée. Et ça, c'est vraiment important. En termes de qualité, c'est vraiment important. Et pour clôturer, en tout cas pour donner la dernière fonctionnalité qui est assez intéressante sur la plateforme, on a ce qu'on appelle ici l'onglet communication. Donc dans cet onglet, on va pouvoir, donc habituellement c'est en effet l'utilisateur qui pose une question au chatbot, mais dans cet onglet, on a la possibilité qu'en fait le chatbot vienne pousser une information à l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, ça apparaîtra comme une conversation. Étant donné qu'il est dans Teams, ça apparaîtra comme une notification ici, comme si un de mes collègues m'adressait la parole, m'envoyait un message. Et là, en l'occurrence, ce sera le chatbot qui m'enverra un message sur une information importante. Par exemple, la mise à jour d'une procédure. Et il va pouvoir m'informer de cette mise à jour. Encore une fois, c'est en complément de vos outils de communication interne déjà existants. Et il faut surtout pas en abuser dans le sens où c'est pas intéressant si on envoie une nouvelle à l'utilisateur tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est lorsque on a vraiment une nouvelle importante, une mise à jour importante, d'en informer l'utilisateur. Donc, ce qu'on appelle en push, c'est vraiment le chatbot qui vient parler à l'utilisateur, sans tromperie. Encore une fois, l'utilisateur est conscient que c'est le chatbot qui vient lui parler et qui vient lui apporter une information cruciale. Est-ce que vous avez des questions sur la plateforme, sachant que vous pouvez tout de suite créer votre chatbot, vous pouvez créer des réponses, vous pouvez
tout paramétrer, jouer avec tous les autres boutons parce que je vous ai pas tout présenté. Donc la majorité, effectivement, les éléments essentiels, je vous les ai présentés, mais on a d'autres fonctionnalités, comme par exemple donc les canaux sur où est-ce que je vais diffuser le chatbot. Est-ce que ce sera dans Teams? Est-ce que ce sera sur un site internet? Sachant que ça peut être les deux, hein. Ça peut être sur plusieurs canaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de le positionner là où sont vos utilisateurs. Donc sur un site internet, il est facile d'intégrer le chatbot, oui, tout à fait, en format donc web chat, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour vous remontrer à quoi ça ressemble, donc là on est sur un cas d'usage totalement différent, hein, on est sur un cas RH, mais c'est juste pour vous montrer la forme que ça prend. Donc là, en l'occurrence, la web chat est située en bas à droite, mais elle peut être n'importe où sur votre écran. Donc, il se présentera de la même manière que nous tout à l'heure. Donc là, on a mis des boutons dans la présentation, mais voilà, ça peut se présenter comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une web chat. Et pour ce qui est de l'intégration, donc là, cette fois-ci, un peu plus technique, on a tout le code d'intégration dans la documentation. Et vous pouvez très bien le faire sans compétences techniques. Je l'ai fait récemment et j'ai pas de compétences techniques de développement ou quoi d'autre. Et c'est assez simple. Il suffit de suivre la procédure. Donc là, en fait, si vous créez un compte aujourd'hui sur Witivio, en haut à droite, vous avez accès à la documentation. Et donc là, vous retrouverez toutes les informations sur les bonnes pratiques, même si l'objectif, c'est que vous créez votre bot vous-même avec vos connaissances et que vous soyez totalement autonome. On a quand même fait de la documentation au cas où si vous avez des questions très spécifiques. Et là, typiquement, du coup, pour ce qui est de l'intégration de la web chat, voilà comment intégrer et voilà configuration d'une web chat et vous allez devoir copier ce code dans votre site internet et renseigner les informations sur votre chatbot. Par exemple, l'identifiant du chatbot, vous allez dans votre chatbot, paramètres, et ici vous avez l'identifiant de votre chatbot. C'est assez simple en soi. Après, n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d'aide. Tu peux montrer où est-ce qu'on trouve le code du site internet peut-être? Alors, le code du site internet, c'est sur, ça dépend ce que vous utilisez comme site internet. Si vous utilisez des WordPress pour le développement de votre site internet, ou si c'est un SharePoint, ou si c'est autre, ça dépend en fait de ce qu'utilise le client pour le coup. Donc WordPress, en l'occurrence, là, c'est ici, c'est un script que vous allez devoir intégrer dans le template de votre site internet sur WordPress. Donc, par exemple, si vous utilisez, alors pour être rentré un peu plus dans la technique, si vous voulez la web chat sur une seule page, vous allez sur votre page dans WordPress. Vous avez un composant qui s'appelle JavaScript. Et donc, du coup, vous allez copier ce lien dans le composant JavaScript. Donc effectivement, en ce qui concerne la tarification, il y a une multitude de données, de paramètres. Donc en l'occurrence, les paramètres qu'on va prendre en compte, c'est le nombre d'utilisateurs qui va utiliser votre chatbot, le nombre de conversations du coup que vous aurez au mois ou à l'année. Et ensuite, si vous voulez créer un seul chatbot ou si vous voulez en créer plusieurs, parce que pour rappel, hein, on peut créer une multitude de chatbots pour des personnes différentes. Donc là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle du coup une partie projet durant laquelle on va pouvoir vous accompagner dans la construction de votre premier chatbot. Donc le but, c'est de vous donner les bonnes pratiques, comme j'ai pu vous en donner quelques-unes, c'est-à-dire conserver la même ligne éditoriale. Donc, durant cette partie projet, en général, on met environ 2 mois à construire le premier chatbot. Pourquoi 2 mois? Ça peut être extrêmement long, mais c'est en fait en fonction de vos disponibilités. Et la plupart du temps, les personnes, ils ont des métiers comme tout le monde. Ils ont un autre métier que le chatbot. Et forcément, du coup, on fixe par exemple un atelier ou un rendez-vous par semaine pour le chatbot. Et c'est pour ça que ça peut prendre tout de suite un peu plus de temps. Après, après cette partie projet, on a effectivement une partie licence
licence, donc abonnement, pour se connecter à la plateforme Witivio et pouvoir utiliser votre chatbot. Selon votre organisation, on a des tarifications différentes. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, on a typiquement comme client des grands groupes comme Michelin ou Total ou autres, et vous n'avez pas du tout les mêmes cibles, vous n'avez pas du tout le même nombre d'utilisateurs, donc du coup, forcément, on va vous appliquer une tarification différente. Mais ça peut être de l'ordre de 1 000 € par mois, admettons. Mais ça peut être aussi très différent, ou très plus haut, très plus bas. C'est pour ça que je vous fais un peu une réponse, comme on dirait, de Normand. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner Une réponse de juriste. Hein, ah d'accord. Ça dépend. Et ben une réponse de juriste, même si je suis pas juriste, et ben voilà. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un chiffre précis, n'hésitez pas à nous envoyer toutes ces informations, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs que vous aimeriez qui utilisent votre chatbot, le nombre de chatbots que vous voudriez à terme, est-ce que vous en voulez qu'un seul ou plusieurs, sur quel type de canaux vous voulez le mettre. Plus vous nous donnez d'informations, plus on peut vous faire une estimation très précise de combien ça va vous compter. Le nombre d'utilisateurs, comment on fait quand on n'en a pas la moindre idée? C'est le nombre d'opérationnels, par exemple, dans l'entreprise, ou le nombre Oui, de tout à fait. clients potentiels, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Après, généralement, on procède par fourchette. Est-ce qu'on aura entre 500 ou 1000 utilisateurs, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Que ce soit technique ou sur les cas d'usage. Donc, pour rappel, du coup, ce webinaire venait en complément du premier qui était pour le coup un peu plus théorique sur quand on utilise un chatbot, dans quel cas d'usage, ce que c'est précisément. On avait aussi parlé, il me semble, Émilie, d'autres outils de digitalisation de la fonction juridique. Si vous voulez consulter ce webinaire, n'hésitez pas, hein, il est sur notre chaîne YouTube Witivio. Je pense qu'Émilie aussi peut vous envoyer le lien si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à nous demander. On peut vous envoyer le lien du replay de ce premier webinaire. Alors, effectivement, est-il possible d'avoir une partie des réponses du chatbot accessible seulement à certaines personnes? Alors, effectivement, on peut créer ce qu'on appelle des profils. Donc, l'exemple qui, moi, me parle le plus, mais peut-être ne va pas vous parler forcément, c'est la notion de, par exemple, si je suis DRH et que je veux créer des réponses à destination des CDI et des réponses à destination des alternants. La réponse, ça ne sera pas forcément la même selon le statut que vous avez. Là, en l'occurrence, on va pouvoir créer des profils d'utilisateurs. Donc, ici, quand vous le retrouvez ici, tout à l'heure, je vous avais montré dans la question, dans les informations sur la question, je vous avais montré ici profil everyone, parce qu'en fait, on a un seul profil aujourd'hui qui est tout le monde. Donc, tout le monde a les mêmes questions et les mêmes réponses. Après, on peut du coup créer plusieurs profils pour donner des réponses différentes selon un statut, selon les personnes qui posent la question au chatbot, etc. Après, il faudra dire au chatbot c'est les deux types de personnes distinctes et du coup lui donner une liste d'utilisateurs distincts. Alors, juste pour préciser, parce que je crois comprendre ce que sous-tend la question de Sylvaine, là, Camille, tu nous dis qu'on peut faire des typologies de profils, mais pour un profil A et un profil B, toutes les réponses du profil A auront la réponse profil A et toutes les réponses profil B auront la réponse du profil B. Tout à fait. Ce que je crois comprendre en filigrane de Sylvaine, c'est que potentiellement les réponses soient individualisées en fonction de la personne qui pose la question. Et si je comprends bien, mais Sylvaine n'hésite pas à préciser ou à corriger si je me trompe, ce serait peut-être potentiellement des questions plus spécifiques sur un dossier. Donc, par exemple, on avait co-créé la question de quelle est la date de rendu, quelle est la date de délibéré dans mon dossier, et auquel cas j'avais envisagé la possibilité de rentrer le numéro de dossier spécifique, auquel cas ce serait, voilà, Sylvaine confirme, auquel cas ce serait, je pense, possible si et seulement si vous avez interfacé votre chatbot avec un outil préalable que vous auriez, qui est ce qu'on appelle un outil de matter management, et donc qui en fait est de la gestion de dossiers
Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà, que ce soit en direction juridique ou en cabinet d'avocat, mais il y a des outils qui existent aujourd'hui qui vous permettent, vous, de gérer les dossiers et d'avoir une synthèse reporting. Et donc, c'est dans cette colonne synthèse reporting que ça vous permettrait de pousser les réponses à la personne qui le demande. Alors, évidemment, il y a pas mal d'enjeux RGPD sur le sujet, donc il faut s'assurer que les solutions de matter management que vous allez acquérir soient conformes au niveau du RGPD. Mais en tout cas, je pense que Camille prendra le relais pour répondre sur cette partie-là. Je pense qu'en termes d'interfaçage, si les outils sont préexistants, ça ne devrait pas être trop problématique. Tout à fait, c'est pas du tout problématique. L'objectif, effectivement, c'est qu'on s'interface avec vos solutions qui sont déjà existantes. Si vous avez effectivement quelque chose qui traite des dossiers et que vous avez besoin d'une référence pour avoir des informations sur ce dossier très spécifique, là, typiquement, on avait créé effectivement une question pour laquelle on n'avait pas du tout de dossier. Donc, quelle est la date de délibéré de mon dossier? Il va me demander la référence de mon dossier avant de m'apporter une réponse. Comment on a fait ça? Donc, à partir, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un arbre de conversation. Donc, on aura la question de l'utilisateur. Pour vous mettre un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Voilà. Quelle est la référence de mon dossier? Là, on va demander du coup à l'utilisateur de donner un code et ensuite, il va aller chercher l'information dans votre outil qui est déjà existant, mais il suffit juste de mettre un connecteur, du coup, comme disait Émilie. Donc là, c'est un exemple juste, donc pas vrai, en l'occurrence, étant donné qu'on n'a pas de connecteur connecté à notre chatbot, mais ça peut effectivement totalement être possible. En revanche, ça implique du coup pour vous, derrière, donc avocat ou juriste, d'avoir remplir de façon régulière le tableau, la synthèse de reporting, ou en tout cas l'avancée de votre matter management pour que la réponse soit poussée à votre client. Mais j'anticipe bien que, en tout cas je le suppose, que vous avez pas mal de coups de fil sur ces sujets pour savoir où en sont le dossier, où en est le dossier X ou Y, et que du coup, si ça pouvait être poussé automatiquement, je pense que effectivement ça pourrait vous faire gagner pas mal de temps. Mais ça implique d'avoir un outil sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Merci beaucoup, Julie. Merci, Sylvain. Donc, si jamais vous avez d'autres questions concernant les chatbots, n'hésitez pas à nous recontacter. Si c'est spécifique à Witivio et pour avoir une demande de devis, je suis sûre que Camille ou quelqu'un de son équipe pourra vous envoyer quelque chose de plus Tout à précis, fait. conformément à vos besoins et en fonction de vos paramètres spécifiques. Si vous vous rendez compte que le chatbot n'est pas la solution qui vous convient, mais que vous avez d'autres besoins et d'autres nécessités en termes de digitalisation, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, qu'on puisse commencer à discuter et que je vois si je peux vous orienter vers une solution ou vers une autre et vous épauler dans ces questions-là. Merci à tous en tout cas pour votre participation et n'hésitez pas si vous voulez, vous recevrez le replay, il me semble, juste après le webinar. Donc vous pouvez le partager ou le revisionner, ou si vous avez d'autres questions plus tard, comme disait Émilie, on est là pour ça. Merci à tous pour votre participation. Merci, passez une bonne journée. À bientôt, au revoir.